En juin 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron, vient le temps des législatives. Et là, le front républicain contre l'extrême droite est définitivement mort et enterré. Moi, je suis d'une génération où on m'avait raconté l'histoire des digues, les fameuses digues. Moi, j'avais 15, 16, 17, je ne sais plus quel âge exactement, mais j'avais à peu près cet âge-là quand tout à coup on a eu cette première problématique de on fait quoi avec le Front National. Et à l'époque, ceux qui osaient franchir la digue, ceux qui osaient ne pas la respecter, ben, ils étaient mis au banc du jeu politique. Tandis qu'aujourd'hui, c'est la norme quasiment. On l'a vu d'ailleurs lors des dernières élections législatives, hein, où dans la moitié des cas, on s'est retrouvé face à des candidats de la majorité présidentielle, enfin celle sortante, qui ne voulaient pas clairement choisir au deuxième tour entre un RN et un FI. Ils disaient non, moi je ne choisis pas. Là, il n'y avait plus de digue, quoi. Enfin, c'était kiff-kiff, quoi. Ce verrou a totalement sauté. Que c'est eux qui ont mis fin à l'arc républicain, pour reprendre leurs mots. Moi, je peux vous donner un seul exemple. J'avais ma collègue Delphine Bagary, qui était candidate dans les Alpes de Haute-Provence, ancienne députée macroniste comme moi. Même elle, bon, difficile de dire quand même que c'est une insoumise. Elle a perdu face au RN à 1%, parce que les macronistes, Castaner et les autres, c'est dans cette région-là, ont refusé d'appeler à voter pour elle contre le RN. Surprise de Christian Girard, du Rassemblement national. À cause des macronistes, la candidate NUPES est effectivement battue au deuxième tour par le candidat RN. Des candidats macronistes qui refusent d'appeler au barrage républicain contre l'extrême droite, il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis ne parlons pas de l'éminent Jean-Michel Blanquer, qui nous explique que finalement, il fallait même quasiment, lui, quasiment mieux voter pour le RN que pour la NUPES. Battu au premier tour et devancé par le candidat RN et par le candidat communiste, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, refuse en effet d'appeler à voter pour la gauche. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Pour les élections du deuxième tour, pour le deuxième tour dimanche. Merci beaucoup. Dans la série La gauche, c'est le diable, il y a aussi Amélie de Montchalin. En 2022, dans l'Essonne, elle appelait à voter pour elle, pour faire barrage aux anarchistes. Car la députée sortante est en mauvaise posture. 7 points de retard au premier tour sur son adversaire. Moi, je lance un appel à tous les républicains, qu'ils soient déjà avec le président de la République, ou qu'ils soient des partis de droite ou de gauche, qui ne sont pas d'accord avec nous, surtout, évidemment. Et cet appel aux républicains de notre pays, c'est de leur dire, hier, nous avons eu une participation qui était très faible. Ça ouvre un boulevard à ceux qui, en se repeignant de vert et rose, sont des anarchistes d'extrême gauche. Bref, le fameux front républicain est bien mort. Le 19 juin 2022, les résultats tombent et c'est la douche froide. Une victoire, mais pas le triomphe annoncé. Le triomphe qui n'était pas annoncé, mais qui en est un, c'est le Rassemblement national. Avec 89 sièges, le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition. C'est sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Avec 245 élus, les macronistes n'ont plus la majorité absolue. La gauche conquiert 131 sièges, dont 75 pour la France insoumise. Dès le premier jour de la mandature, les députés RN s'installent confortablement dans leurs sièges d'honorables parlementaires. Et ils obtiennent des postes clés. Parmi les 6 vice-présidents élus, le Rassemblement national en obtient 2. Hélène Laporte et Sébastien Chenu l'emportent avec des voix de députés macronistes contre 2 candidats écologistes, dont Sandrine Rousseau. Dès le premier jour à l'Assemblée, où il faut élire le bureau de l'Assemblée, donc la présidence de l'Assemblée et les vice-présidents, je présente ma candidature uniquement pour qu'il y ait un vote, pour qu'on voit l'attitude de Renaissance, pour que ça sorte. Et là, on a vu des députés Renaissance qui mettaient des bulletins Rassemblement national. À l'Assemblée, le RN se tient à carreau. Il joue la stratégie de l'opposition constructive, responsable et bien élevée. L'Assemblée nationale, c'est une vitrine. C'est quand vous êtes un parti politique ou quand vous êtes des hommes politiques, l'un des endroits où vous pouvez illustrer ce que vous pensez et agir pour les Français, c'est l'Assemblée nationale. On est le premier groupe d'opposition. Ça fait 1 an et demi qu'on entend régulièrement dans les couloirs des collègues d'autres partis nous dire, ou qu'on les entend parler entre eux et dire « Ah bah ils ont été bons, ah bah ils sont sérieux, ah bah qu'est-ce qu'ils sont présents, ils sont tout le temps là, en nombre. Ah puis ils font pas d'obstruction, ils proposent, mais ils bloquent pas. » Force est de constater que l'extrême droite, et c'est là le paradoxe de la situation,
c'est presque des premiers de la classe. Ils sont toujours là à l'heure, toujours de bonne humeur, dans une tenue vestimentaire où il n'y a absolument rien à dire. Et encore une fois, l'habit ne fait pas le moine, mais des gens qui travaillent, et comme le disait Coluche, quand ils n'ont rien à dire, ils ferment leur gueule. À l'Assemblée, devant l'évidence arithmétique, certains députés n'hésitent plus à tendre la main à l'extrême droite. En août 2022, le macroniste Patrick Vignal, pourtant venu du PS, va appeler le RN à collaborer avec la majorité. Les hommes. Demain, le problème, c'est pas un problème de la gauche. Vous avez vu les sondages, 89% des gens de gauche veulent être en sécurité. Bien sûr. Le vrai débat, est-ce qu'on est capable tous les deux de faire du chemin ensemble, ou est-ce que vous allez rester dans vos armures? C'est ça le vrai débat. Dans la majorité, tout le monde n'est pas d'accord et certains parlementaires s'étranglent en découvrant ces propos. Dans la vie, il y a des discussions de comptoir, et puis manifestement, il y a des discussions de plateau. C'est un peu du même niveau. Les islamo-gauchistes, les woke, le lobby LGBT, les discours intersectionnels, autant de termes barbares pour désigner un ennemi de gauche qui voudrait imposer son idéologie. Un ennemi plus dangereux que l'extrême droite, selon certains ministres macronistes. Oui, moi ce qui m'effraie encore plus que Zemmour, c'est les discours intersectionnels du moment. C'est les discours Plus que Zemmour. Oui. Pour une bonne partie des macronistes, le danger principal, ce n'est plus l'extrême droite, c'est la gauche radicale façon Mélenchon, improprement appelée extrême gauche. J'y reviens. Vous pensez que quand quelqu'un vient asséner que la police tue, que les chefs d'entreprise sont des salopards, que les journalistes sont des feignants, et qu'en gros, on passe son temps à expliquer qu'on ferait bien d'avoir une semaine, par exemple, à 20h, un SMIC à 2500 €, ça ne fait pas des dégâts sur le terrain? Ça, c'est l'extrême gauche. Et à ce titre-là, la France insoumise est bien plus dangereuse que le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon est plus dangereux pour la démocratie que Marine Le Pen. On nous reproche, nous, beaucoup ici, à l'Assemblée nationale, sous cette mandature, à la NUPES, d'être finalement des gens qui seraient trop brillants, pas bien élevés, que ce serait ça qui finalement mettrait en danger la démocratie. Mais c'est totalement faux. vous pouvez dire tout un tas de choses horribles avec une voix très douce, avec une jolie cravate. Et Emmanuel Macron, je pense qu'il est plus à l'aise avec cette forme-là qu'avec des gens comme nous qui, effectivement, bousculons. Du côté de l'extrême gauche, on a un groupe qui systématiquement est dans la provocation, dans la haine, dans la limite des injures. Et ça va également sur, pardon de le dire, mais sur la tenue vestimentaire. Et on ne demande pas aux uns et aux autres d'être tenus à 4 épingles, comme ce fut un temps. On n'oblige pas, comme au Sénat, d'avoir la cravate au sein de l'Assemblée. Pour autant, moi je vous le dis, il y a des limites. L'Assemblée nationale, c'est pas Interville sans les vaches. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. Un an. Des engagements Mes présidentiels chers collègues, clairs. on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il faudra presque une heure. Les députés RN, eux, se tiennent à carreau. Et ils font d'autant moins peur qu'ils sont une opposition pas si virulente que cela. Je n'ai pas envie. Le RN n'a été dans l'opposition que rarement, en fait. Ils ont, la plupart du temps, soit ils s'abstenaient, soit même ils votaient pour les textes gouvernementaux. Ils ont été opposés sur quelques moments phares. Un exemple, la révolte des retraites. Début 2023, le gouvernement dépose un projet de loi repoussant l'âge de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 ans auparavant. Plus des 3/4 des Français y sont opposés. Pendant des mois, la gauche est aux côtés des millions de manifestants qui défilent dans la rue, un peu partout en France. Pendant ce temps, à l'Assemblée, le RN reste particulièrement discret. Mais en réalité, non, c'est une opposition en carton à l'Assemblée nationale. Ouais. Sur la question des retraites, sur la réforme des retraites, ils ont été complètement absents. Pendant plusieurs mois, dans l'hémicycle, ils étaient inexistants. Ils n'étaient bien sûr pas dans la rue. Moi, je me souviens qu'au début, par exemple, dans la commission des affaires sociales, qui est la commission dans laquelle on étudie le texte avant qu'il arrive en hémicycle, le RN était totalement absent, mais absent même physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de député RN, où il y en avait un pauvre député. Et puis, au moment où ils ont vu que ça prenait de l'ampleur, là, ils se sont raccrochés au wagon et ils ont repris le truc. Et de fait,
Depuis juin 2022, sur les grands textes gouvernementaux, dits textes solennels, le RN vote pour dans 42% des cas et ne vote contre que dans un peu plus de 20% des cas. À comparer aux 70% de votes hostiles au gouvernement de LFI, qui n'a jamais voté une seule fois pour. Et vous en avez voté pour 40% en moyenne sur les députés. Ah ben, c'est ma moyenne, c'est 35-40% de votes en commun avec... Voilà, pour. À peu près pareil d'abstention et seulement 20% contre. Vous n'êtes pas... Je vais vous taquiner, Non. vous n'êtes pas vraiment d'opposition alors. Quand on a commencé l'entretien, je vous ai dit, vous avez une opposition constructive et positive et une opposition destructrice. Le principe de l'extrême gauche, c'est ce qui vient pas de chez moi, je vote contre et c'est sale. Notre principe à nous, c'est ce qui peut améliorer le quotidien des Français, même si c'est pas ce qu'on veut, même si c'est pas suffisant, on vote pour. La parole est à monsieur Kevin Mauvieux pour le groupe Rassemblement National. En fait, selon des statistiques de l'Assemblée nationale de juin 2023, Kevin Mauvieux a même voté 57% des grands textes du gouvernement. Une stratégie de responsabilité qui dédiabolise le parti et lui attire les bonnes grâces de ses collègues macronistes. Je gère ma circonscription. Après, nous dire qu'on est xénophobe, raciste, etc., il y en a 2 ou 3 à la marge qui essayent de continuer à se risquer à le dire. Après, je pense que la plupart de ceux qui, de façon républicaine, nous côtoient au quotidien quand on fait des rapports ensemble, quand on fait des auditions ensemble, quand on est en commission ensemble, quand on est à la buvette ou au restaurant et qu'on est côte à côte, ceux qui sont républicains qui discutent avec nous, ils ont bien compris et ils sont en train de comprendre qu'on n'est pas raciste, qu'on n'est pas homophobe, qu'on n'est pas xénophobe. Pas xénophobe, le RN ? D'origine algérienne, ce député Renaissance de Moselle a quelques raisons de ne pas être de cet avis. Ces derniers mois, il a été personnellement la cible de propos flirtant avec la xénophobie venant d'un parlementaire RN. 13 octobre 2023, nous sommes à Hayange, en Moselle, lors d'une visite d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Il fait partie de la France intérieure. D'autres types de pollution. Une semaine après les attaques terroristes du Hamas en Israël, Laurent Jacobelli, le député RN de la circonscription voisine, va violemment prendre à partie son collègue Belhaddad, quitte à le traiter de soutien du Hamas. Il y a des règlements. Il y a des règlements qui sont du Hamas. Je suis sorti à 2h du matin. J'ai attendu 7 heures en pleine structure. J'ai vu le médecin qui a fait la structure, il m'a dit écoutez, je suis le seul médecin. J'ai été confié à Lyon, c'est dans 40 ans, nous, on a fait des malaises, accueil. Surtout ne me menace pas. Malheureusement, on ne peut pas le toucher. J'appuie sur mon charme, ne me menace pas. Ne me menace pas. On a attendu, ne me menace pas, surtout. Je ne joue pas les racailles, voilà. Je ne joue pas les racailles. Je veux que la presse le sache. Alors pour ce fils d'immigré algérien arrivé en France à l'âge de 7 ans, pas question de mettre sur le même plan le RN et la France insoumise. Personnellement, je n'ai jamais été traité de racaille par les gens de LFI. D'accord. D'accord ? Voilà. Le Rassemblement national, profondément, sa nature, reste un parti raciste, qui est l'héritier de cette mouvance xénophobe, qui a été antisémite pendant de très nombreuses années, qui continue à l'être. Voilà le genre de propos que les députés macronistes n'ont plus le droit de tenir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Fin 2022, pour avoir traité le RN de xénophobe, la députée Renaissance Astrid Panosian, cofondatrice du parti présidentiel, va être sanctionnée par la présidente de l'Assemblée, elle aussi macroniste. Décidément, difficile de masquer un ADN xénophobe vieux de 50 ans, fêté encore. Madame Panosian, je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Je venais de rappeler qu'il fallait avoir une attitude respectueuse les uns envers les autres. Fermez le banc, le patron lui-même l'a décidé. Plus question de pointer la xénophobie de l'extrême droite. Elisabeth Borne, première ministre à l'époque, fille d'un rescapé d'Auschwitz, va elle aussi en faire les frais.
Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors, maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Absolument. Marine Le Pen, pareil ? Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. 48 heures plus tard, la première ministre va se faire sévèrement recadrer par le président depuis la Slovaquie. En effet, on ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.